Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Une tisane et au lit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la péniche Altea, mais au pôle culturel Jean Ferrat de Sauveterre, juste avant la diffusion du film Le cerveau des enfants. Première séance du cycle des cinémas d'Altea. Le cerveau des enfants, c'est une plongée dans les neurosciences. Ça explique comment nos expériences dans l'enfance, nos émotions, nos apprentissages façonnent notre cerveau. C'est pourquoi nous allons dédier cette émission à la compréhension et la gestion de nos émotions. Autour de la table avec moi, Françoise Heim, qui est psychologue retraitée et qui travaillait notamment au centre psychologie Cogitose. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Stéphanie avec des oui, qui est formatrice en communication et facilitatrice de bien-être. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Marie-Cécile. Et nous ne pouvions pas parler d'émotions sans être accompagnés de Pascal Mossino, notre très chère conseillère en fleurs de bac. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Et de Séverine Durmaz, la capitaine de la péniche Altea. Bonsoir Séverine. Bonsoir Marie-Cécile. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les cinémas d'Altea ? Oui, c'est la diffusion de films et de documentaires inspirants. Donc il y a 4 dates de programmées au pôle culturel Jean Ferrat à Sauveterre, qui a une très très belle salle de projection. Et voilà, l'idée c'est de montrer des documentaires qui sont pas forcément disponibles au téléchargement ou qui sont passés il y a longtemps au cinéma et de pouvoir les reprojeter à nouveau et d'inspirer des personnes. Avec des débats à la fin. Avec des débats à la fin, oui, pardon. Avec des débats à la fin et des personnes qui vont être forcément en lien avec la thématique des documentaires. Donc là, sur ce premier, c'est sur les émotions. Et voilà, après, à chaque fois, il y aura un thème différent et donc des personnes différentes invitées. Voilà, et donc on profite des intervenants et de la thématique pour enregistrer l'émission. Et justement, pour parler d'émotions, Séverine, c'est quoi ton émotion juste avant cette première session de cinéma, qui est un projet dont tu parles depuis longtemps ? Quelle est mon émotion ? Puisque c'est le sujet du jour. Je suis... ça va, merci. Non, ça va, je suis confiante. C'est un petit peu tendu, tout ça, mais pas de peur. Non, ça va, je suis plutôt confiante. Peut-être contente justement que ça arrive. Ouais, je suis contente que ça arrive. Après, il y a toujours des... Tout n'est pas... Tout n'est pas très très fluide parce que c'est un peu la période, mais en fait on fait avec. Donc je suis contente que ça voit le jour. Je suis très contente d'avoir un partenariat avec le pôle culturel et de pouvoir avoir ces 4 dates là. Et je trouve que le lieu est chouette et que voilà, ça va. Je suis très heureuse que la péniche s'exporte un peu et sorte du bateau. Oui, c'est ce que tu avais dit dans ton interview, c'est que ce que tu avais envie, c'est pas que les activités restent sur la péniche, mais justement que tu puisses poser des graines un peu partout. Donc, tout à fait. C'est une des premières graines. Enfin, d'autres. Très bien. Donc, sans raconter le film, parce que j'ai la chance de le voir avant, pendant le film, c'est indiqué que les émotions passent au-dessus de tout. Donc en fait, je pense qu'on va échanger beaucoup autour de ça aujourd'hui, savoir qu'est-ce que c'est une émotion déjà, comment on arrive à les gérer ou pas, et puis voilà, voir un peu à la fois la partie enfant et notamment sur les personnes hypersensibles avec le centre Cogitose, et puis sur la partie entreprise où tu interviens, Stéphanie. Voilà, donc c'est un peu l'objectif de l'émission. Donc je vais commencer par un tour de table parce que vous avez des activités tous un peu différentes. Je voudrais bien que vous expliquiez un peu chacun qu'est-ce que le centre Cogitose par exemple. Françoise, si vous pouviez m'expliquer. Tout à fait. Donc le centre Cogitose a été créé en 2003 par Jeanne Siofachin. C'est un centre en fait de psychologues. Pluridisciplinaire, c'est-à-dire avec des formations différentes chacune, puisque un petit peu comme en médecine, les psychologues ont des orientations de formation différentes. Alors il y a des psychologues ce qu'on appelle cliniciennes, des psychologues du développement, des neuropsychologues. Voilà, donc en fait l'idée, lorsque ce centre a été créé en 2003 par Jeanne Siofachin, ça a été de regrouper un ensemble de psychologues pour pouvoir faire un centre qui puisse prendre en charge de manière globale les gens avec toutes sortes de difficultés psychologiques, puisque comme un centre psychologique, bien entendu, ça accueille toutes les personnes, enfants, adolescents, et adultes avec toutes sortes de problématiques, mais avec aussi une particularité déjà à l'époque sur la spécificité des enfants que l'on appelait surdoués, au potentiel, HPI. Enfin bref, il y a eu des tas de nominations sur ces enfants-là.
Donc avec cette particularité justement à partir de recherches qui ont été faites par Cogitose aussi, pour pouvoir prendre en charge ces enfants avec des profils particulièrement atypiques, tant sur le plan cognitif que sur le plan psychologique. Donc l'idée, c'était en même temps de créer un centre pluridisciplinaire avec des prises en charge intégratives pour tout le monde, et développer aussi dans ce centre tout ce qui était diagnostic. Parce que, évidemment, tous les psychologues ne font pas de diagnostic, c'est-à-dire tous les psychologues ne font pas forcément de bilan. Donc là, il y a eu un enrichissement au niveau des psychologues avec beaucoup de tests qui ont été mis en place pour pouvoir faire de vrais diagnostics, tant sur le plan intellectuel, cognitif, que psychologique et psycho-affectif. Voilà. Pour justement voir si on est alors potentiel. Voilà, déjà pour voir effectivement, il y a de ça 20 ans, c'est vrai que ça commençait un petit peu cette histoire on commençait à s'inquiéter un petit peu de la particularité de ces enfants. On commençait, donc c'était vraiment le commencement. Il n'y avait pas énormément de demandes, et puis évidemment petit à petit, il y en a eu beaucoup plus puisqu'on a travaillé beaucoup en réseau avec les écoles. Qui étaient très demandeuses justement lorsqu'elles avaient des enfants en difficulté, de savoir comment il fallait faire, de pouvoir éventuellement détecter pour pouvoir mieux comprendre et mieux aider. Et puis ensuite on a eu évidemment les adultes. Les adultes qui sont arrivés évidemment un peu sur le tard, plus tard. Voilà, mais qui effectivement qui se sont posés eux-mêmes la question, puisque ils avaient jamais été détectés, jamais été diagnostiqués. Et donc voilà, ça a permis effectivement, ça a été l'occasion de pas mal de livres aussi qui ont été écrits par Jeanne Siofachan, et ça a permis ensuite de mettre en place des prises en charge vraiment adaptées, tant pour les petits, pour les enfants, les adolescents, que aussi pour les adultes. Et aujourd'hui, le pôle adulte est important, puisque effectivement, les gens qui ont été repérés, qui ont été diagnostiqués, finalement, se sentent déjà un peu mieux et se comprennent un petit peu mieux. Voilà. Et quand vous parliez effectivement de la gestion des émotions, il faut savoir que c'est la principale activité des psychologues qui sont formés à ces particularités, puisque on est vraiment là avec des personnes qui ont beaucoup de difficultés à gérer les trop-pleins. On parle d'hypersensibilité ou alors, de je pourrais vous citer tous les hyper que nous avons déterminés, puisque en quelque sorte... En fait, on a fait un petit peu un portrait robot de qu'est-ce que c'est finalement qu'un enfant surdoué, qu'est-ce que c'est qu'un adulte surdoué, et on a trouvé des caractéristiques communes. Voilà. Donc ces caractéristiques communes, effectivement, on les décline, on les explique, et puis voilà. Après, on les aide pour que justement on puisse gérer mieux ce genre de. Tout à fait. Très bien. Et justement, si on reste sur cette thématique-là, ce sont des personnes qui, au niveau des émotions, sont surchargées ou en tout cas gèrent les émotions différemment. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que ce sont des personnes qui ne sont que émotions. Voilà. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Ouais. Voilà. Ils ne fonctionnent qu'avec ça. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à vivre, et c'est aussi pourquoi c'est compliqué à comprendre pour les autres. Pour les autres, oui, voilà. Parce que tout prend des proportions qui sont tout le temps en intensité et en hyper. On parle tout le temps d'hyper. Alors, on est tous des êtres humains, ce que je disais souvent, on est tous des êtres humains, donc on a tous des émotions. On a tous des sensations, on a tous des sentiments, on a tous des perceptions, plus ou moins. Si on voit mal ou si on entend mal, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Mais quand on parle de surdouance, là, on parle de quelque chose qui est déjà hors norme. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 20, on n'est plus dans la moyenne, à 10 sur 20, on n'est plus dans quelque chose il est très sensible, il est très émotif, il est très ceci, il est très cela, où on va être à 16, 17, 18. On est toujours au-dessus. Vous savez, c'est comme les pilotes de ligne, qui souvent ont des acuités visuelles qui sont pas 10, qui sont
à 11. C'est rare, mais ça existe. Voilà. Donc là, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, évidemment, on a tous des émotions, on a tous des sensations, on a tous des perceptions qui sont plus ou moins selon les individus. Mais là, on est dans quelque chose qui est toujours vécu dans l'hyper et donc dans la difficulté, parce que ça devient quelque chose qui est envahissant et qui est extrêmement difficile à gérer. Oui, puis qui est un peu hors de ce que la société nous permet de faire. Tout à fait. Donc, transition avec Stéphanie. Moi, c'est vrai que je t'avais invité pour la partie entreprise. Après, voilà, tu interviens sur ce que tu veux. Mais là, comme on avait plutôt les enfants, la psychologie, tout ça, je trouvais ça intéressant, ta démarche d'intégrer le théâtre, le clown, le rire en entreprise, ou en tout cas dans des ateliers, avec principalement des adultes. Et justement, je me disais, les émotions, s'il y a bien un endroit où on n'a pas trop le droit de montrer des émotions, c'est en entreprise. Et comment toi, tu arrives à faire rentrer le théâtre où on va exprimer des émotions, le clown, où là, effectivement, c'est encore plus ça, ou le rire, dans un endroit où, en soi, quand c'est défini, on se dit pas, c'est pas un endroit où je vais aller éclater de rire ou faire le clown, arriver avec un nez rouge. Voilà. Comment ça fonctionne pour toi ? Alors en fait, moi, je ne vais pas arriver pour faire venir les émotions. Les êtres humains sont là avec leurs émotions. Donc je m'adresse à des êtres humains avant tout, que ce soit en entreprise ou en atelier de loisirs. Je m'adresse à la personne et au groupe. En général, je travaille avec des groupes. Et donc, on a tous nos émotions, on les gère différemment. Moi, ce que je vais apporter, la dimension, c'est le jeu, c'est le côté ludique. Donc, le ludique en entreprise, déjà, c'est un peu décalé. Parfois, ça fait sourire, parfois, ça fait reculer. Donc, on va dire, ma valeur ajoutée dans ces moments-là, c'est que j'accompagne les personnes pour venir progressivement. Je regarde Séverine parce que je vais la faire venir progressivement dans mes ateliers. Pour les accompagner en toute confiance, dans un espèce de cocon rassurant. C'est dans de la tête. Pour qu'ensuite, parce qu'elle est toujours pas venue. Mais en gros, c'est ça, je m'adresse aux personnes et après, c'est sans les forcer. C'est-à-dire, justement, je respecte quand les personnes ne veulent pas y aller, il n'y a jamais rien d'obligatoire. Mais en général, quand on voit les collègues passer, etc., il se déclenche quelque chose de l'ordre de la curiosité, où on a envie d'essayer, le cadre a été quand même posé, sécurisé, on sait qu'on a un retour, c'est bienveillant, et on n'ira jamais plus loin que ce qu'on s'autorise soi-même à faire. Donc, à partir du moment où on a un peu les règles du jeu, on peut aller explorer justement ces émotions avec le jeu, peut-être les apprivoiser différemment. Et toutes ces techniques de théâtre et de clown de théâtre, ou le yoga du rire aussi, tout ça, c'est des petits outils, des astuces pour lâcher le mental, en fait. Et donc, ça permet aux équipes de travailler différemment après ou de gérer une crise ou... Alors déjà, aux équipes au niveau de l'entreprise, ça va leur permettre de se reconnecter déjà chacun avec soi-même et ensuite se connecter différemment à l'autre. Donc ça, c'est très précieux parce que la relation, la collaboration change. Et ça, c'est palpable dès le premier atelier, en fait. Après, c'est clair que si on veut travailler différemment, évoluer ensemble, il faut intégrer ce genre de pratique sur du moyen-long terme, on va dire. Et donc, il faut réitérer l'expérience, il faut renouveler parce que une fois, on s'amuse, mais si vraiment on veut du changement, c'est comme une discipline, il faut revenir, il faut travailler sur soi, et puis il faut s'impliquer, et puis sortir de sa zone de confort. C'est jamais très agréable de sortir de sa zone de confort, mais on va faire des petits pas, et les uns vers les autres, et tous ensemble, et ça crée une sacrée cohésion d'équipe aussi, ce type d'activité en entreprise. C'est sûr. Et justement, si on parle de se connecter à soi, je pense que une des premières choses dont on peut parler, c'est déjà être conscient de ses propres émotions. Parce que la plupart du temps, on parlait des surdoués, des fois ils vont avoir des réactions un peu, mais tout le monde, on a des fois des réactions, des colères, des peurs ou des choses qui arrivent et on comprend pas forcément. Est-ce que c'est pas ça déjà la première chose, d'arriver à se connaître soi et de réfléchir à ses propres émotions? Je pense que Pascal, toi si tu peux rappeler un peu ce que c'est les fleurs de bac, mais je pense que quand tu es en consultation, tu dois souvent commencer par ça, essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est, quelles émotions on ressent et pourquoi, avant de pouvoir réussir à voir s'il faut faire quelque chose et travailler dessus. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, moi, je suis conseillère enseignante en fleurs de bac, agréée par le centre bac. Ça, c'est important, je le rappelle toujours. Parce qu'il y a un vrai cursus
long et important dans l'écoute active pour essayer d'aller verbaliser d'aider à verbaliser les émotions. Alors les émotions, qu'est-ce que c'est que les émotions ? Les émotions, c'est la vie. La joie, la colère, la tristesse, la peur, le doute, tout ça, c'est la vie et c'est normal que nous ayons ces émotions. Et après, ça peut parfois prendre un peu trop de place. Donc on arrive à des gens hypersensibles ou juste des émotions qui se cristallisent un petit peu. Et là, ça devient un état émotionnel. C'est un peu la différence que je veux faire entre l'émotion et l'état émotionnel. Prendre des fleurs de bac, c'est intéressant lorsqu'on est en état émotionnel. Lorsqu'on est dans notre émotion normale de la vie, on n'en a pas besoin, tout va bien. C'est lorsque ça se cristallise un petit peu. Et la fonction d'un conseiller agréé, on a 3 fonctions. La première, c'est qu'on va être des facilitateurs. C'est-à-dire qu'on va aider à verbaliser les émotions. Parce que c'est pas si facile. Comme tu es en train de dire, on peut venir me voir en me disant j'en peux plus de mon mari, de ma famille, de mes enfants, j'en peux plus. Et puis derrière, il peut y avoir un manque de confiance en soi, de la peur, on peut être dans le deuil. Enfin voilà, il y a des tas d'émotions derrière. Donc mon travail, c'est d'essayer de faciliter au rythme de la personne et de chacun. Ça, c'est très important en fleurs de bac. C'est pas c'est pas la même chose que la psychothérapie ou de la psychologie. Ça accompagne très bien. Par contre, c'est vraiment, ça va ensemble. Hein. On est parallèles. Je donnais beaucoup de prescriptions de fleurs de bac pour les examens, notamment avec le rescue. Bien sûr. Ça marche très bien. Oui, c'est vrai que c'est la fleur, le mélange de fleurs le plus utilisé. Donc mon travail, ça va être d'aider à verbaliser les émotions. Ensuite, je suis une traductrice, c'est-à-dire que je traduis les émotions en fleurs. Ça ne sort pas d'un chapeau. C'est beau ça, j'adore. L'idée de traduire les émotions en fleurs. C'est ça, je suis une traductrice. Parce que vous m'avez dit ça, je vais vous donner telle fleur qui potentiellement fera ça. C'est pareil, il n'y a pas de magie. Et ensuite, je suis une éducatrice, c'est-à-dire qu'ensemble, c'est un peu la parole du docteur Bach quand même, c'était de se prendre en charge émotionnellement. Donc, la question que tu me poses, c'est accueillir les émotions qu'on ressent, les apprivoiser, vivre avec. J'ai des enfants, je suis des enfants TDAH par exemple, en fleurs de bac. TDAH, tu peux... oui, les troubles de l'attention, hyperactivité, voilà. Et les fleurs ont vraiment, forcément, mais les fleurs accompagnent bien ce genre de comportements qui sont difficiles à vivre, et pour les enfants, et pour les accompagnants. Et pour les parents. Mais c'est ça, ouais. Pour les parents, c'est pas facile. Et donc mon travail, c'est la dernière fonction, c'est d'être éducatrice, c'est-à-dire qu'ensemble, on verra les fleurs que vous pouvez utiliser à la maison seule, en toute autonomie. Et après, quand il y a un gros truc, c'est Allô la conseillère. Et ça, c'est une partie... Allô Pascal. Voilà, c'est une partie de mon travail que j'aime vraiment beaucoup, que je fais sur les ateliers, sur la péniche. Donc c'est ça, il y a un gros travail quand même de réussir à ce que les gens expriment, parce que je trouve qu'on est quand même dans une société où on est plutôt à cacher ses émotions, que ça soit dans la vie de tous les jours, en entreprise. Enfin, voilà, c'est pas toujours bien vu. Moi, je sais que ça m'est arrivé de pleurer un jour en entreprise. On m'a regardé avec des yeux... Bon, voilà, et c'est très compliqué. Et je trouve que ça se démocratise un peu de enfin parler d'émotions et les accueillir. Les enfants, moi en tout cas, je suis une génération, on m'a beaucoup éduquée, il faut être forte, il faut avancer, il ne faut pas pleurer. Faut serrer les dents, faut pas pleurer. Si, on a le droit de pleurer, d'être triste, d'être jaloux. Chambre, quand on ne voit pas. Et juste accueillir déjà cette émotion, du coup, on l'apprivoise, qu'est-ce qu'on en fait, et du coup, ça ne se cristallise pas et ça nous permet de continuer à avancer. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir et de parler des fleurs. C'est ton émission. C'est ça. Parce que ça y est, et de parler des émotions avec vous, c'est forcément passionnant pour moi. Oui, complètement. Séverine, tu voulais dire quelque chose ? Oui, mais c'était un peu ce que Pascal disait, c'est que je pense qu'effectivement, là, on est arrivé aujourd'hui à une période où les enfants, en fait, on les aide à gérer leurs émotions. Enfin, moi, sur la péniche, j'ai mis beaucoup d'ateliers en place pour que justement, il y ait des ateliers qui permettent aux enfants de s'exprimer. Et du coup, ça passe par du yoga, du brain gym, de la relaxation, de la méditation. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qui sont dédiés aux enfants.
Et je suis pas si âgée que ça. Et moi, dans ma jeunesse, ça n'existait pas, quoi. Et pourtant, j'avais des parents qui étaient plutôt intéressés sur le sujet, mais ça n'existait pas. Effectivement, c'était pas, on cachait pas les émotions, mais on n'allait pas non plus aller faire un travail pour les exprimer, quoi. Là, c'est en train de vraiment changer, clairement. Même essayer de chercher, parce que voilà, on est de la même génération. Et moi, c'est vrai que quand j'étais petite, des fois, quand j'avais des colères ou des trucs, on me disait pourquoi tu t'énerves, ou je comprends pas. Mais tu comprends pas. Et puis on n'essayait pas de chercher, en fait. Là, je pense que entre ce que moi, je sais que j'ai appris plein de choses en lisant Jeanne Fachin. J'ai découvert des choses et j'ai compris des comportements que j'avais en étant plus jeune. Mais je les ai compris, j'avais 40 ans. Donc, passionnant, les livres. Oui, c'est... Et si je peux rebondir là sur la partie, quand on était petit, les ressources qu'on avait, moi j'ai envie de dire le théâtre, par exemple. Là, on avait le droit d'avoir des émotions. Si on nous mettait au théâtre, on nous mettait au sport, va te défouler, faire ci, faire ça, c'était le seul moyen de canaliser nos émotions. Oui, et du coup, je reviens sur le théâtre. Du coup, je rajoute un petit truc sur le théâtre. C'est vrai que l'accueil des émotions, moi, c'est ce que je vais proposer en clown de théâtre, justement, pour aller voir ce côté vulnérable qu'on a en soi, de toucher aux émotions et d'en faire justement, ça va nous nourrir, on va le donner même au public et on va jouer avec. Et ça sera plus une faiblesse et ce sera plus quelque chose qu'on veut cacher. Au contraire, on va le mettre au grand jour. Alors ça fait peur des fois. Et puis d'autres fois, on est dans le plaisir de ressentir vraiment la vraie émotion qu'on a en tant que personne. Et pourtant, on a un nez de clown et on est en train de faire rire tout le monde avec, peut-être. Mais en fait, on se sent super bien. Oui, parce qu'au final... Et on s'assume, on a l'authenticité, la vulnérabilité, tout. Le clown, quand même, dans le cirque, c'est quand même celui qui fait exprimer beaucoup d'émotions. Alors là, on va peut-être se fâcher peu, parce que le clown de cirque et le clown de théâtre, je fais bien la dissociation. Mais bon, je fais exprès de réagir comme ça. Parce que je pense que quand on entend clown, on pense quand on entend clown, c'est pour ça que je précise toujours clown de théâtre. Clown de théâtre, c'est le travail sur l'être. L'essence de qui on est, l'enfant intérieur, celui qui a envie de jouer. Le clown de cirque, il est là pour faire rire, il est là pour faire l'intermède entre deux numéros, il doit amuser la galerie, il va être grossier, grotesque, il va se prendre les pieds dans le tapis. Oui, ça peut arriver en théâtre, mais en théâtre, on va démarrer avec rien, justement, avec un nez et ne rien faire. Laisser venir qu'est-ce qu'on vit vraiment, le donner à son public. On est vraiment dans cette générosité de partage. Et je dis pas que le clown de cirque, il partage pas. Mais le clown de théâtre, il va vraiment aller chercher votre essence et votre être. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé mes ateliers « Oser être joué ». Oser, d'abord, faire le pas. Être, pour vraiment être connecté à soi. Et jouer, parce que la vie est un jeu et c'est magnifique. Mais voilà. Ça me faisait penser. C'est intéressant de la dissocier. Oui, je pense que c'était important de. Mais je me bats un peu là-dessus parce que c'est vrai que quand j'affiche du clown en entreprise, il y en a qui ont un peu cette image du personnage. Les grosses chaussures. L'Auguste, là, qui va vraiment. Voilà. Oui. Je voudrais juste finir sur les enfants, les fleurs de bac et les enfants. Je les appelle les enfants fleurs ou les bébés fleurs. Ceux qui vont savoir qui vont pouvoir partager avec leurs parents les émotions avec les fleurs de bac. Alors en atelier, j'ai beaucoup de parents. D'ailleurs, la dernière session d'atelier, c'était intéressant parce que certains parents venaient pour changer leur conjoint ou la famille. Et au bout de quelques ateliers, Séverine, tu étais là, donc tu pourras en témoigner. Chacun s'est rendu compte qu'il fallait se prendre en charge soi-même, évidemment. Et pour changer les autres, il faut se changer soi-même. Et j'ai beaucoup aimé parce que je leur disais que pour apprendre les 38 fleurs, puisque c'est ça, les ateliers à niveau 1, c'est apprendre les 38 fleurs, chacun les mettait dans des endroits chez eux, alors beaucoup dans les toilettes, je ne sais pas pourquoi. C'est un passage. C'est un endroit. C'est un endroit tranquille, peut-être. C'est un endroit où on se ramène à soi. On ne viendra pas nous déranger là. Voilà. Normalement, on lâche des choses. C'est un endroit où on lâche des choses. Voilà, c'est aussi. Ça. Oui, et j'aime beaucoup quand les enfants viennent voir leurs parents. Enfin, c'est ce qui m'a été rapporté. C'est ce que j'ai vécu aussi avec un petit garçon. C'est d'aller voir les parents en disant je suis dans cet état, je suis telle fleur, je me sens dans cet état. Et du coup, ça fait un dialogue. Et ça, pour moi, c'est magique. Voilà. Dans l'absolu, j'aimerais qu'il y ait une boîte de 38 fleurs dans toutes les familles, peut-être un jour. Ne serait-ce que pour parler des émotions. Aujourd'hui, je me sens dans tel état. Un peu comme les smileys, mais finalement. Oui, c'est ça. C'est les fleurs. 38, c'est quand même une sacrée palette. C'est pas comme 5 émotions. Voilà, il y a quand même une variété émotionnelle. Oui. Du coup, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des choses précises, j'imagine. Très précises et très subtiles. Bon, après, à partir de quel âge on peut donner des fleurs de bac ? Alors, je dirais dès la naissance. C'est vrai ? Oui.
un enfant qui naît, c'est intéressant d'aller le masser avec du Star of Bethlehem parce que c'est un choc de sortir du confort du ventre de sa maman. C'est un choc et pour la maman et pour l'enfant. Donc, mettre quelques gouttes de Star of Bethlehem dans une crème, par exemple, et aller masser le bébé, voilà, ça va le permettre de l'accueillir sur Terre du choc qui vient d'arriver. Oui, parce qu'au final, tu disais que ça pouvait aussi être sur les plantes, sur les animaux. Les voilà. animaux, les bébés, les enfants, les adolescents. Les bébés aussi, adultes. d'accord. Et évidemment, oui, les bébés. Et pour aussi. les colères, par exemple, les enfants, souvent vers 2 ans, qui font des grosses colères, il y a des choses que Ah oui, bien sûr. Ouais. ça marche bien. Ça marche très bien. Et l'alcool, c'est pas un souci, l'alcool que contiennent les fleurs? Alors, il y a des laboratoires qui font sans alcool, mais sinon, quand on met 2 gouttes, donc avec un peu d'alcool, dans une crème, par exemple, et qu'on masse l'enfant ou les enfants en bas âge, j'aime bien leur mettre sur les poignets ou les lobes d'oreille. Donc, du coup, oui, là, y a pas l'alcool est moindre, c'est pas ingéré, c'est pas dangereux. Ça marche sur les animaux aussi. Sur les chats, j'ai accompagné mon chat chez le veto, je lui ai donné du rescue, là, quand même, avant de partir. Ils adorent ça, le veto pêche. Oh, mais le rescue, ça marche très bien. Et après, sinon, dans un fond d'eau ou un fond de jus de fruits, mettre 2 gouttes. Donc, du coup, il n'y a plus d'alcool. Et l'enfant, on le fait boire son verre avec Parce que la proportion d'alcool n'est pas... C'est 2 gouttes. Oui. Donc, c'est vraiment infini. Oui, et puis c'est déjà dilué. Dans les gouttes, c'est déjà dilué. Alors, quand on va prendre les flacons achetés en pharmacie ou parapharmacie, c'est de l'alcool avec l'eau énergisée de la fleur. Et on va prendre 2 gouttes de ça qu'on va mettre dans notre verre d'eau. Donc, il y a quand même l'alcool qui est présent. C'est vrai qu'au goût, c'est pas terrible, surtout pour des enfants. Mais dans un verre d'eau, un jus de fruits, un café, une tisane, tout sauf des bulles. Puis sinon, il en existe sans alcool, je crois. Sinon, il en existe sans alcool. Ouais. Une petite précision, sans les bulles alors. Oui, c'est pas bon, les bulles. Oui, il ne faut pas mettre dans le champagne. Non, mais je plaisante, il faut pas. Non, je pensais à des eaux pétillantes. Dans les eaux pétillantes, non. Ouais. Ça annule les effets. C'est pas... Enfin, en tout cas, le docteur Bach le préconisait pas. Plutôt dans tout ce qui est non gazeux, voilà. Jus de fruits. C'est intéressant justement les fleurs de Bach, je pense, avec les enfants, parce que ça a un côté un peu ludique, un peu. C'est pas un médicament, quoi. Ah oui, puis et ça. Voilà, je crois que c'est vraiment bien, parce qu'en plus il y a une symbolique derrière. Il y a toute une symbolique. J'imagine que chaque plante correspond à quelque chose. C'est ça, chaque plante, et surtout les enfants, je n'emploie jamais le mot magique. Ce ne sont pas des gouttes magiques. Sinon, on pourrait penser que dans la vie, il y a des accompagnements magiques, donc des médicaments, et c'est l'antithèse. J'aime bien appeler ça les fleurs de courage pour traverser son émotion, pour traverser un peu le défaut quand on a peur. On n'enlève pas la peur, on l'accueille et on essaie de la traverser. Oui. Donc c'est la fleur de courage qui va nous aider à traverser notre peur. Et tout à fait. Tout est bien expliqué avec des enfants simplement, mais vraiment c'est pas les gouttes magiques. Tiens, prends ça et tu vas aller mieux. Pas du tout. On accueille l'émotion, et parce que tu m'as dit ça, j'ai un petit garçon un jour qui m'avait dit je n'aime pas mon corps et je n'aime pas ma tête. Bon, on avait continué à en parler, tout ça. Je lui dis, est-ce que tu voudrais... C'était un petit garçon proche que je connaissais bien, et un enfant fleur qui connaissait les fleurs de Bach par moi depuis sa naissance. Et je lui dis, bon, tu es d'accord pour qu'on essaye les fleurs de courage? On va prendre du crabe apple. Crabe apple, c'est la fleur lorsqu'on s'aime pas, pour les adolescents. Enfin, lorsqu'on a des choses dans notre corps qui nous plaisent pas, ou on va avoir trop d'acné, notre ventre, enfin, des choses qui nous conviennent pas, qu'on se trouve moche. Donc je lui dis, on va essayer un petit peu de crabe apple. Donc on lui en a mis un petit peu, je lui en ai mis un petit peu à midi, 2 gouttes à midi, 2 gouttes le soir et 2 gouttes le lendemain matin. Et vers 11h, il vient me voir et il me dit, tu sais, ça y est, j'aime mon corps et j'aime ma tête. Wow. Mais c'est pas magique. Et je l'ai revu. Sur les enfants, c'est rapide. Ils ont des petites couches. Mais parce que les après, enfants, on grandit, au plus. Oui, c'est ça. Je pense que les enfants, ils sont ouverts plus aussi. Parce que moi, tu me parlais souvent d'oignons, d'émotions, des choses comme ça. Je pense que l'adulte, il a... C'est ça. Il y a moins de couches. Oui, c'est ça. Je pense il n'y a pas de barrière psychologique. C'est un peu plus brut. Et ce qui était intéressant avec ce petit garçon, c'est que 6 mois après, je l'ai revu à Lyon et il me dit, tu sais, j'aime toujours mon corps et j'aime toujours ma tête. Donc en fait, il l'avait vraiment intégré. Et ça, c'est important, parce que je mets vraiment l'accent même aux parents qui viennent en atelier après pour s'occuper de leurs enfants. C'est vraiment accueillir l'émotion, et surtout, il n'y a pas de magie. Sinon, après, on va vers des drogues ou des choses, en tout cas, magiques. Et non, il n'y a pas de magie. Et quand tu disais tout à l'heure, t'aimerais bien que tout le monde ait sa boîte de fleurs. Je pense que déjà, ce qu'on pourrait tous faire, c'est à un moment de se poser en famille autour d'une table et de se dire, OK, c'est quoi mon émotion du moment? Et le fait de l'exprimer,
d'être capable de ça. Comme un jeu de société, en fait, pour ouais, le soir, tout à mais fait. sauf que c'est les fleurs. Avis aux créateurs de jeux. C'est ça. Ah oui, on va faire un jeu. Après, il y a des fleurs, enfin le rescue pour le coup. Enfin moi, maintenant j'en ai toujours une bouteille sur moi et ça marche pour des tonnes de trucs en fait, puisque effectivement c'est un mélange, c'est un composé. Et nous la dernière fois, c'est en montant, donc ma fille a 8 ans, c'est en montant sur un bateau. On avait peur toutes les deux, du coup on a pris toutes les deux 2 gouttes de rescue et en fait ça s'est très très bien Et passé. hop. Pas mal de mal de mer, rien du tout et ça s'est bien passé quoi. Mais pour plein de choses le rescue. Ça marche pour le mal des transports aussi, alors. Oui. Le rescue, c'est pour tout ce qui est choc, pour tout ce qui est urgence. D'ailleurs, c'est le seul mélange, alors autorisé, en tout cas créé par le Dr Bach, avec 5 fleurs des 38. Et ensuite, avec toutes ces autres 38 fleurs, il n'y a pas le flacon déménagement, le flacon confiance en soi, le flacon adolescence ou le flacon puberté. C'est l'antithèse des fleurs de Bach. Il y a 38 fleurs et il y a des millions de combinaisons. Pour un déménagement, je peux avoir le père, la mère, les 2 enfants viennent me voir. Et ils auront tous des émotions différentes pour vivre ce déménagement. Donc, il n'y a pas le flacon déménagement. C'est vraiment le flacon individuel, personnalisé, à l'écoute de chacun. Le rescue, c'est le seul mélange donc, qui existe. C'est le mélange d'urgence. Lui, en revanche, on peut l'utiliser les rentrées scolaires, les examens, lorsqu'on doit aller chez le médecin. Les plantes qui sont en train de mourir aussi, ça marche. Je vous le dis, je l'ai fait. J'ai changé ma plante de place, une des plantes de place de la péniche. Je lui ai mis du rescue avec de l'eau, enfin de l'eau avec du rescue. Et du coup, elle a survécu au changement. Chouette. Oui, Ouais, juste voilà, 2 gouttes c'est ça. de mettre. Et le rescue, on peut l'utiliser soit dans la bouche, alors ça existe maintenant en spray ou en gouttes, mais sinon, pareil, on peut le déposer sur le plexus, sur les poignets, les lobes d'oreille, quelqu'un qui a 2 doigts de tomber dans les pommes, on va lui mettre là et d'un coup, il va se ressaisir. Et ça peut être aussi un entretien d'embauche, Oui, voilà, c'est tout ça. ce Oui, qui tout est ce qui va être stressant, et qui ça va sort un peu permettre effectivement de calmer. tout ce qui est gros stress. Ça marche vraiment bien. Hein. J'avais fait une conférence, comment ça s'appelle, au Rotary. Donc c'était après le dîner, on avait dîné, je m'étais préparée, mon discours était préparé, mais je connais les fleurs de Bach, mais n'empêche que quand je me suis retrouvée debout devant tout le monde, j'avais une petite chemise et j'avais l'impression que mon cœur faisait boum, boum, boum. Et du coup, j'ai Ah oui, utilisé cette impression les géniale où on a l'impression que le cœur il est en train de sortir. C'est ça, que tout le monde le voyait sous ma chemise là, et du coup j'ai fait l'expérience du rescue devant tout le monde en prenant quelques gouttes pour montrer que hop, ça allait me. Bon, il a fallu que j'en prenne 2-3 fois. J'imagine la scène avec, donc tu arrives sur scène toute tremblante et tu assumes complètement, en totale vulnérabilité justement, et tu dis, voilà, là je suis dans un état pas possible parce que je prends la parole devant vous et j'ai pas l'habitude, hop, je vais prendre mes gouttes, c'est pas magique, mais bon, ça aide à traverser le moment de trac, de stress, tac, tac. Afin de me reconnecter à moi. Voilà. En fait, le but c'est de Démonstration se en live, reconnecter quoi. à soi. Et justement, est-ce que ça serait pas ça la clé aussi d'arriver, de se dire qu'on pourrait exprimer ses émotions voilà, ce qui permettrait peut-être aux enfants à haut potentiel de se sentir un peu plus compris, ou en tout cas. Le plus gros travail thérapeutique, effectivement, il est là. Hein, c'est-à-dire le travail sur les émotions. Et c'est vrai que c'est ce qui fait que, en ayant accès à ça, ils prennent conscience de leur vulnérabilité, mais ensuite, ils savent qu'ils peuvent avoir des outils qui vont leur permettre d'arriver, tant soit peu, parce que c'est pas toujours évident, mais en tout cas de nommer, de reconnaître, de prendre conscience et d'être acteur finalement, plutôt que de subir cet envahissement émotionnel permanent. Déjà, ça aide énormément. Voilà. Alors, le gros travail, c'est le travail sur les peurs, d'ailleurs. Hein. Là, c'est vraiment extraordinaire, ce travail-là sur les peurs, avec ces émotions chez ces enfants qui sont évidemment rongés par les peurs. C'est même pas la peur, c'est les peurs. Les peurs de tout. Les peurs de rien comprendre, les peurs de ne pas être compris, les peurs d'être nul, les peurs de ne pas savoir qui ils sont, les peurs d'être un extraterrestre, les peurs de ne pas être synchro, enfin, c'est énorme, énorme. Et ce travail-là sur les peurs, alors là, par contre, on fait ce qu'on appelle un peu des actes magiques, du coup, là, pour le coup, hein, en thérapie. Hein, c'est-à-dire que on va matérialiser, en fait, comme un récipient, hein, on va dire, dans lequel on va pouvoir nommer, repérer,
définir, et puis surtout voir après, avec chacune de ces peurs, voir à quel moment elles arrivent. J'ai peur de ne pas y arriver. Bon, ok. C'est une peur qui, en vérité, n'existe pas. C'est une construction. Alors bon, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça pour se rendre compte que, véritablement, les vraies peurs, il y en a très peu. Et en faisant ce décodage systématique au niveau de toutes tes peurs, eh bien, l'enfant se rend compte que finalement, voilà, il a compris qu'il était acteur de ses peurs, qu'il était un gros constructeur de peurs. Donc, s'il les a construites, il peut les déconstruire. Donc, on met tout ça dans un... Il devient acteur de sa gestion des émotions. Tu as été capable de construire tout ça. Bon, donc maintenant, tu vas pouvoir être capable de le déconstruire, pour que ce soit moins lourd à porter. Et donc, on est vraiment là dans l'acte symbolique, voilà. Et c'est un côté des fois assez magique du coup, parce que on a des enfants qui, au bout de 2 séances, qui vont bien, quoi. Enfin, qui ont libéré des gros morceaux. Le côté magique, d'ailleurs, là, je l'entends. Voilà. C'est ça. Avec les fleurs, ça peut pas être magique parce que c'est comme c'est une goutte qu'on prend, comme c'est quand même un petit élixir qu'on prend. Je trouve pas ça très bien. Enfin, même avec le Centre Bac, on trouve que c'est pas très bien de penser que c'est la fleur qui est magique, parce qu'en fait, c'est le comportement de la personne. C'est ça. Mais là, dans ce que vous faites, évidemment que là, du coup, c'est magique. Voilà. Là, ça prend un autre sens. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Non, mais j'étais en train de me dire que je trouvais ça génial, en fait, parce qu'on donne des outils aux enfants aujourd'hui. On leur donne des ressources externes. Enfin, ils ont conscience, du coup, à 10 ans ou plus petits ou un peu plus grands, qu'ils peuvent aller chercher des ressources à l'extérieur pour se sentir mieux. Du coup, ça veut dire que dans 10 ans, quand ils seront en entreprise, ils vont trouver ça super normal qu'il y ait des intervenants qui arrivent, ils vont bien faire sûr. des séances et tout. Enfin, ça va être trop chouette, quoi. Ça sera bien. Il y aura peut-être même plus besoin d'avoir ces intervenants. Ce sera intégré totalement. Des émotions, quand même. Oui, mais je veux dire, la façon de manager sera différente. Il y aura beaucoup de choses qui aura évolué. Il y aura des nouveaux métiers aussi d'ici 20 ans. On ne sait pas encore lesquels. Ceci étant, le théâtre, moi qui en ai fait, justement, on est vraiment... on travaille vraiment sur ces émotions. On travaille énormément sur soi, en fait, voilà. au théâtre. Donc, c'est que ça. Et sur ses émotions. Voilà, Je trouve on va incarner... On fait ça aussi quand on est spectateur. Oui. On travaille beaucoup... Enfin, moi, je trouve qu'au théâtre, on ressent beaucoup d'émotions. Alors en tant que spectateur. Oui, mais alors on va être en réception. Ouais, mais on va pas être acteur de la même façon. Ouais. On va pas se mettre à nu comme un comédien ou un acteur. C'est une excellente thérapie, hein. Mais de toute façon, ça fait bouger énormément de choses quand on fait du théâtre. Ah oui. Et donc faut même faut exprimer. Je crois que c'est la méthode Acteur Studio qui travaille, moi j'avais fait cette formation-là, qui travaille essentiellement sur les émotions du coup. C'est-à-dire le texte, tout ça, c'était pas vraiment important. Ce qui était important, c'était d'arriver à ressentir l'émotion du personnage et de l'incarner et de le vivre avant d'avoir intégré le texte, etc. Il y a différents moyens, mais alors c'est vrai que moi je travaille beaucoup sur l'improvisation. C'est bien. Alors c'est sûr qu'on va travailler sur le ici et maintenant et l'émotion qui nous traverse. Et j'entendais accueillir les émotions. Ben oui, c'est reconnaître, accueillir, accepter qu'il se passe ça et pour pouvoir jouer avec. Mais je suis beaucoup plus sur le travail d'improvisation. Donc on compose avec ce qui se passe, mais on ne sait pas forcément la seconde d'après, la minute d'après, ce qui va se passer. Et ça c'est génial, et c'est ce que tu as fait tout à l'heure quand tu t'es jeté dans le vide pour faire l'annonce, ce fameux saut comme ça de démarrer. C'est ça qu'on fait tout le temps en fait en théâtre d'improvisation et clown. C'est ça. Ouais. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire d'ailleurs dans la vie, quoi. Et justement, je rebondis parce que on va en s'entraînant avec ce genre de technique en théâtre. Ça va nous aider dans la vie à être plus tranquille avec l'inconnu, l'incertitude, tous ces changements, que ce soit extérieurs ou même intérieurs. Parfois, on est instable ou insécure pour X raisons. Le théâtre et travailler tous ces jeux d'improvisation et de connexion à soi fait qu'on va être un peu plus tranquille et on va gérer. On va même peut-être jouer avec ce qui se passe. On va être tranquille. Il y a vraiment une espèce de sérénité intérieure qui se travaille avec le long terme. Parce que ça ne se fait pas en une fois, ni en un an. Ça dépend des gens. Ça développe énormément la confiance en soi, du coup. Énormément. Parce que du coup, on se jette à l'eau et on intègre finalement ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que tous les sens sont en éveil. C'est voilà. Ça. On travaille avec tous les sens. Oui. Et on désacralise aussi peut-être un peu le fait de se jeter à l'eau. Parce qu'il y a ça aussi, il y a la peur de je vais me planter, je vais avoir l'air ridicule, je vais ceci.
Une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, enfin moi avec l'émission c'est ça, hein, les premières fois j'étais super stressée. Bon là même si je bug des fois, c'est pas grave en fait. Mais c'est ça qui est génial, c'est exactement ça, parce que du coup, je reprends toujours parce que c'est vraiment dans le clown de théâtre que j'explore ça. On va explorer des choses en direct live, donc on sait pas ce qui va se passer. On va peut-être se planter, peut-être ça fait rire, et puis là non, on croit que ça va faire rire, non. On se sent mal à l'aise, voilà. Mais on récupère, qu'est-ce que je vis ? Si je suis sincère avec moi-même et que je le donne au public, il se passe quelque chose. Il y a un lien, il y a l'empathie, il y a le soutien du public. Et tout d'un coup, bizarrement, on était dans un moment très inconfortable. Et en fait, ça passe de l'inconfort au plaisir. Et en fait, c'est magique. Alors, on revient à ce mot magique, qui n'est pas magique pour tout. Mais, et donc, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Voilà, baguette magique, c'est drôlement intéressant. En tout cas, ça donne travailler avec les baguettes magiques. En fait, il y a un côté quand même se mettre à nu. Et puis, ça fait un petit peu peur. Mais il faut y aller progressivement. Il ne faut pas non plus... Voilà, il ne faut pas que ce soit de la souffrance non plus. Parce qu'on a tous des problèmes psychologiques ou des névroses ou des trucs. On a tous des trucs à travailler, il n'y a pas de souci avec ça. Mais on y va, voilà, on fait un tout petit pas. Et puis si ça nous a plu, on fait le deuxième. Mais si ça ne nous a pas plu, c'est peut-être qu'on a déjà été trop loin. Ou on va d'abord regarder les autres, ça va nous donner confiance. Et on s'apprivoise soi-même. Et ça... on apprend à se connaître. Voilà, on apprend à se connaître. Ça rejoint en fait tous nos outils. Se rejoignent. Exactement. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Exactement. Tous nos outils se rejoignent pour transformer ce qui peut être une faiblesse, vous l'avez dit tout à l'heure, une force, en notre force. En fait, c'est des ressources. On va chercher nos ressources par rapport à des choses qu'on a identifiées comme des faiblesses ou des échecs ou des erreurs ou il faut pas être comme ci ou comme ça. Non, on est comme on est. Ça nous permet aussi de nous accepter nous-mêmes. Enfin, c'est là le côté peut-être psychologique. Nous, en théâtre, on ne fait pas de la psychologie, mais ça bouge des choses à l'intérieur qui sont de l'ordre du développement personnel, Oui. Et de la construction de soi. Donc, Oui, mais c'est la fameuse expression qui est très connue, c'est-à-dire retrouver l'enfant qui est en soi. Mais je crois que c'est ça, finalement, jouer ou faire du théâtre ou jouer, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ne plus avoir de barrières, faire comme les enfants. Les enfants, on joue à quoi ? Ah, on joue à ça, pof, ça y est, ça s'installe, et puis on n'a pas de barrières, on n'a pas... Tout est normal, quoi, finalement. Puis arriver à le ramener après dans sa vie de tous les jours. Le problème souvent, c'est qu'en devenant adulte, on a peur du jugement de l'autre. Alors, du coup, on manque de confiance en soi, on a une mauvaise estime de soi-même, et du coup, on n'ose plus. Vous avez parlé d'oser tout à l'heure, mais c'est ça. On va plus oser, on va se dire, non, mais c'est nul, ce que je vais dire, ce que je vais faire, ça va pas correspondre, c'est pas bien, nanana. Les enfants, ils se posent pas la question. Jamais l'enfant jusqu'à un certain âge, jusqu'à ce qu'on les ait un peu cadrés 2-3 fois. Quand vous regardez vivre un enfant, il ne se pose pas la question de ce qu'il fait en jouant, c'est bien ou c'est pas bien, ou si c'est acceptable ou pas acceptable. C'est tranquille. Oui, il va accepter sa créativité, il va accepter plus facilement. Enfin, il va pas se poser de questions. En entretien et en fleur de bac, c'est ce qu'on fait. Je fais souvent le dessin d'un oignon. Donc, je fais le petit rond qui est le cœur de l'oignon. Et c'est nous, c'est toutes les qualités que nous avons en nous. Et puis la vie, nous-mêmes, la société, tout ça, on se rajoute un petit peu des couches. Et le but d'un travail en fleur de bac, c'est d'enlever toutes ces couches petit à petit, au rythme de chacun, pour retrouver sa vraie personnalité. On ne change pas l'environnement. Là, en ce moment, on voit bien qu'on vit des choses un peu émotionnellement compliquées. J'allais venir sur la période du moment. C'est vrai qu'en ce moment, on vit des choses un peu compliquées, qui peuvent paraître compliquées. Et essayer de le vivre au plus proche de sa personnalité, c'est quand même intéressant de naviguer comme ça au plus proche de soi, un peu aligné. Mais là, on se rejoint aussi toutes les trois, j'imagine, là-dessus. Et Stéphanie, tu as une technique pour arriver à ce que, assez rapidement, les gens dans tes ateliers soient déjà capables de dire l'émotion du moment, c'est ça, ou ce que je ressens, ou... C'est quoi, comment tu arrives à les lancer ? Oui, mon rôle va pas être forcément de verbaliser ce qu'on vit, mais c'est déjà de le ressentir, puis de se connecter à son corps, partir du corps plutôt que du mental. Donc oui, j'ai des jeux. Alors j'ai des brise-glaces pour tout ce qui est un peu les codes, casser un peu les codes, relier les gens très rapidement. Je m'inspire aussi du yoga du rire parce que je suis animatrice certifiée en yoga du rire. Et le yoga du rire, en quelques minutes, les gens sourient, rient, les masques tombent. Et on crée du lien. J'avais même envie, là, avec le rire, c'est génial. même là, je me disais, en mode radio, on peut peut-être avoir le côté, on fait un exercice et pourquoi pas, ça vous dit ? On peut ? En 1 minute, tout le monde va rire, voilà, parce que je pense on va faire un mini-exercice. On va se reculer les micros. Mini-exercice que je vous propose de faire aussi pour ceux qui écoutent, les auditeurs, voilà.
Après, si vous êtes en voiture, c'est peut-être plus compliqué de lâcher le volant, mais non, ne lâchez pas le volant. Ne lâchez pas le volant, mais on va faire une inspiration. Donc, si vous avez les mains libres, inspirez voilà, pour vous détendre tout simplement. Inspirez en levant les bras. Expirez tranquillement, rebaissant les bras. Voilà, c'est simplement se connecter à sa respiration. Encore, inspire. Expire. On va encore inspirer, expirer. Et sur la fin de l'expire, on cherchera à provoquer un petit rire tranquille. Et nous, on a le plaisir de se regarder en même temps. Rien que ça, déjà. Première connexion. Bon, on a la connexion visuelle, mais on a le diaphragme qui commence à se relâcher, se détendre. On devient disponible à une activité. Et voilà, juste là, ça ne durait même pas 1 minute. Rien que ça, créer une connexion visuelle. Les gens, on a tous la joie en nous, on a envie de s'exprimer, on a envie de rire. Si on pouvait être joyeux tout le temps, on le ferait. Mais en fait, il y a une décision à prendre. Il y a un déclic. Et c'est très communicatif, hein, si quelqu'un. Et c'est contagieux. C'est ça enjeu de mots, mais contagieux. Avec la période. Même dans le métro à Paris, ou aux États-Unis, j'ai déjà vu des vidéos où il y a des gens qui se mettent à rigoler. Au bout d'un moment, c'est ça met du temps. Alors souvent, c'est des fous rires. Ouais, c'est ça. Parce que là, on a fait un tout petit rire, mais on l'a décidé. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, le cerveau, il fait pas la différence. On parlait de le cerveau, les enfants, mais le cerveau en général, il fait pas la différence, que ce soit des adultes ou des enfants. On décide de rire, et en fait, le cerveau, il croit qu'on rit pour de vrai et il déclenche les hormones du bien-être, dopamine, sérotonine et même compagnie. Si on rigole de même manière si c'est décidé. Voilà, c'est une manière décidée. Et en fait, de cette manière décidée, le yoga du rire va vous aider à arriver progressivement à aller vers un rire naturel et franc, et voire même jusqu'à un fou rire. Parce que quand vous vous lâchez complètement et qu'il n'y a plus de barrière, il y a des gens qui se mettent à avoir un vrai fou rire. Et ça, c'est bon. Ou voire à rire aux larmes, voilà. Ça déclenche justement tout le circuit des émotions est débloqué. Donc ça circule. Il y en a qui peuvent aussi avoir la colère qui monte. Ça m'est jamais arrivé en séance. Mais on sait que tout le système parasympathique s'active et du coup, les émotions s'expriment. Ouais, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un fou rire en fait. C'est immédiat, quoi. Plus on vieillit, moins on a de fou rire, je crois. C'est ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais bon, grosso modo, on rit au moins 4 fois moins que quand on était enfant, si c'est pas plus. J'ai pas la mémoire des chiffres. C'est intéressant, ça donne envie. Mais ne serait-ce que le sourire, d'ailleurs. Je vous inviterai à la prochaine séance, mais Moi, j'ai déjà testé le yoga du rire avec toi quand même. Hein. J'ai pas testé le clown, mais j'ai testé le yoga du rire quand même. Oui, c'est vrai, tu as osé. J'ai osé, mais ça a été complexe pour moi, mais je l'ai fait. Ouais, elle l'a fait. Après, Après quoi ? Parce qu'au début, une fois que tu as eu fini, c'est-à-dire que justement, comme pour toi, c'était complexe, ça veut dire que tu t'es dit, je vais y aller, mais je sais pas trop si je vais réussir à rire, voilà. Après, une fois que tu l'as fait, j'étais contente de l'avoir fait, mais ceci dit, je pense que c'est pas. Moi, c'est pas ma méthode en fait. Ouais. Parfois, je me dis que c'est plus facile pour moi d'acheter une péniche et de créer un lieu de bien-être que d'aller faire du théâtre, tu vois. Donc, c'est ça, mais il y a des résistances ou on a des affinités aussi avec une pratique ou une autre. Donc, le mode artistique, en fait, il peut être. Enfin, moi, je me suis toujours dit que je pense que le théâtre, c'est pas ma voie. Je préfère aller dessiner. Chanter, il faut que j'essaye, mais faire autre chose. Mais vraiment, le théâtre, j'ai un blocage total. Là, par exemple, tout à l'heure, je vais être sur une scène pour présenter le film de ce soir. Ça va être compliqué. Je vais boire beaucoup de Rescue. Non, pas beaucoup. Parce mais à nous trois, oui. À nous trois, je pense qu'on a les ressources qu'il te faut pour gérer ton stress de prise de parole, pour le gérer immédiatement. Donc, c'est vrai qu'il y a les fleurs de Bach. Moi, je peux te proposer quelques exercices de respiration et de rire. Et de visualisation. Enfin, il y a plein de choses à faire, d'ancrage aussi, des choses toutes simples grâce au corps, justement, pour être tranquille. Ne serait-ce que, par exemple, te plonger dans le regard de quelques personnes qui vont être là à assister à ton discours, des personnes, si possible, bienveillantes, respirer, ralentir le rythme, se dire que c'est un jeu. Enfin, c'est des petites techniques comme ça qui peuvent aider et qui sont facilement accessibles. Tu n'as pas besoin de
de te préparer pendant des heures et des heures. Mais, oui, non, mais ça on fera 2-3 petites... Mais c'est complexe. Et je pense que la peur de parler devant du public, c'est tout le monde. De toute façon, les acteurs ont toujours c'est la deuxième peur après la mort. C'est pas compliqué. Hein, dans les statistiques, la première peur de l'être humain, c'est de mourir. Et la deuxième, c'est de prendre la parole en public. Ah oui, quand même. Donc, ça veut dire que le niveau, il est... voilà. C'est normal d'avoir peur et d'avoir les jambes qui tremblent. Hein. Et plus on va s'habituer à prendre la parole, et moins on va avoir peur, et plus on sera à l'aise. Et plus ça deviendra un jeu. Et voilà. Et même pour faire du podcast, ça le fait aussi, voilà, l'entraînement. Oui, là, ce week-end, j'ai animé mes premières conférences en public. J'étais pas... Pourtant, voilà, c'était exactement le même exercice que je suis en train de faire là, sauf que là, je sais que si je me plante, je coupe ce que je plante et c'est pas grave, ça va pas s'entendre. Et donc oui, j'étais un peu stressée, oui. Mais il y a des techniques aussi, alors peut-être aussi moins psychologiques, peut-être, mais pour les techniques de prise de parole en public, déjà la première composante, c'est déjà d'avoir confiance en soi et de connaître son sujet. Voilà. Oui, c'est clair. Voilà. À partir de là, on connaît son sujet. Bon, ça va être stressant les premiers mots, mais à partir du moment où on va se centrer, où on va se dire que le sujet, je le maîtrise complètement, il n'y a aucun problème. Je vais même apporter des choses aux gens et j'ai confiance en moi. À partir de là, une respiration pour arriver à se recentrer. Voilà. Oui, et puis après, des fois aussi, choses comme ça. C'est sûr que si on arrive à l'impro complète et qu'on n'a pas maîtrisé le sujet... Mais c'est vrai que alors là, après, il faut être un grand acteur et avoir certainement beaucoup d'humour pour après arriver à s'en sortir. Il y en a qui aiment ça. Mais... Il y a des petites techniques très accessibles. Je vais t'en parler, Séverine. Merci. En fait, je vais t'aider. En fait, il y a le stress aussi. C'est vrai que quand on rentre sur scène ou qu'on a ce genre de choses à faire, on est stressé. Mais une fois que c'est terminé, ce stress-là aussi fait que derrière, la satisfaction, elle est aussi super agréable. Enfin, il y a le moment à passer qui est dur, mais une fois qu'on l'a fait, après, je trouve que ça apporte... Alors moi, j'ai rencontré des personnes que justement j'ai accompagnées pour la prise de parole lors d'une conférence. Quand je les ai rencontrées, elles me disaient « Je stresse encore. La conférence, c'était il y a 15 jours. Je suis encore en train de stresser de ma prise de parole. » J'ai dit « Là, il y a un truc à faire. » Ah oui. Parce que le stress, il est avant, pendant et après. Après, là, c'est l'anxiété de performance. Voilà, je n'ai pas identifié comment ça pouvait s'appeler, mais il y avait quelque chose à faire. Et ce qui est très drôle, c'est que cette personne, je l'ai revue aujourd'hui, et c'était il y a 8 ans, en fait. Elle m'a fait un témoignage tout à l'heure. Voilà, sa vie a changé. Enfin, je veux dire, les techniques, elle les a mises en pratique. Après, elle s'est entraînée plusieurs fois. Et maintenant, ça va comme sur des roulettes. Et c'est un vrai plaisir de prendre la parole en public. Après, je pense elle est partie de loin. Y prendre goût et même y prendre du plaisir. Et c'est ce qui devrait être, justement, d'arriver à prendre du plaisir. Parce que quand on prend la parole en public, quelque part, on prend aussi une forme de pouvoir. Voilà, on prend le pouvoir sur l'espace, on prend, entre guillemets, le pouvoir de la salle, et on prend le pouvoir de ce que l'on va dire, de ce que l'on va communiquer. Pour être un bon orateur et un bon communicant, je crois qu'il faut qu'il y ait à ce moment-là la notion de plaisir. C'est-à-dire ça va faire plaisir. On va se faire plaisir parce qu'on va apporter plein de choses, parce qu'on va ensuite échanger. Et là, on a tout gagné, quoi. C'est là la différence pour moi entre une émotion qui est mauvaise et une bonne émotion. C'est à partir du moment où il y a du plaisir, les émotions, elles sont bonnes à prendre, en fait. Tout à fait. Enfin, Mais du coup, quand l'idée de commencer tout petit, là, je vois pour les récitations, en fait, j'avais oublié à quel point c'était traumatisant, en fait, de réciter, enfin, pas moi, parce que là, je le fais pas, mais pour ma fille qui récite des récitations devant la classe, en fait, c'est un exercice qui est super compliqué. Terrifiant. Et on leur demande de faire ça et régulièrement, etc. Et du coup, dans les ateliers, avec des les respirations, la méditation, on leur donne plein d'outils pour arriver à gérer ça. C'est hyper important. Moi, je lui fais prendre une pierre, en plus de tout, dans la main, pour avoir la confiance, tout ça, voilà. Ouais. Mais c'est difficile. Donc, du coup, j'imagine que si ces enfants-là, aujourd'hui, on arrive à leur donner confiance. Oui, c'est ça. Après, il y a tout un travail il y a tout un travail sur la confiance en soi. Et le travail sur la confiance en soi, c'est un vrai travail thérapeutique, pour le coup. Il y a le travail sur les émotions, mais il y a ensuite tout le travail sur l'estime de soi, sur la représentation de soi, sur la confiance en soi. Et c'est un vrai travail qui devrait être d'ailleurs fait... très rapidement avec les enfants
Ça, comme les fleurs. Mais oui. Bon, après, je pense que c'est culturel aussi, parce que pour avoir étudié aux États-Unis, moi, je me suis rendu compte que les Américains, ils n'avaient pas de souci avec le fait de prendre la parole en public, d'intervenir en cours, de dire ce qui leur venait à l'esprit, peu importe que ça soit bon ou pas. Moi, quand je suis arrivée là-bas, j'ai mis 3 jours de cours sans parler. Parce que déjà, en France, on ne te fait pas parler en cours, t'écoutes. Là, le but, c'est de participer. Ils échangent énormément, en fait. Des fois, même, je prenais des cours entiers où je prenais pas de notes. Juste, c'était des échanges. Sauf que moi, j'avais pas cette habitude-là. Ouais. Et donc, les profs sont venus me voir en me disant « Mais ça va, tu comprends pas, c'est la langue qui te pose problème ?» Je dis « Ah non, je comprends tout, mais non, moi je réfléchis avant de répondre. » Parce que si je dis une bêtise, il me dit c'est pas grave, pourquoi ? Et là, je me suis vraiment rendu compte que culturellement, il y avait une vraie différence. Parce que là-bas, ils se lancent dans des projets, si ça plante, c'est pas grave. Ils ont une vraie manière différente de faire. Alors, je dis pas que la culture américaine, c'est la meilleure, mais en tout cas, il y a peut-être un juste milieu à trouver. Ouais. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'en France, on nous disait tout le temps quand ça allait pas, mais on nous dit pas quand ça allait. Donc évidemment, si on nous dit jamais c'est bien, on peut pas se dire je vais me lancer ou je vais le faire, puisqu'on va se dire je vais m'en prendre une ou je vais avoir une mauvaise note, je vais avoir du rouge quelque part. Là-bas, c'était pas du tout ça en fait. Et c'est vrai que des fois, ils disaient des trucs en cours, j'ai dit mais jamais j'aurais sorti des trucs pareils parce que c'était n'importe quoi, mais peu importe en fait, parce que ça faisait réagir les autres et donc ça amenait au débat. Et au final, ça nous amenait à apprendre des choses puisque le prof apportait sa connaissance, les autres élèves apportaient leur connaissance. Et le but, c'était pas de dire toi, tu t'es trompé, mais on va te montrer qu'il y a autre chose. Et voilà. Et ça a amené quelque chose, des cours qui étaient super intéressants, je trouvais. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'on a vraiment été éduqués dans le non, faut pas dire si tu sais pas, tourne cette fois ta langue dans ta bouche, fais attention. Edouard Bach, d'ailleurs, raconte l'histoire d'une petite fille qui fait un dessin pour sa maman. Une belle maison, c'est pour son anniversaire, elle dessine, elle fait ce qu'elle veut, même si ça ressemble à une botte de foin, c'est sa maison, c'est le cadeau idéal pour sa maman. Et c'est un peu une métaphore de la vie. Et après, il y a peut-être quelqu'un qui va venir derrière elle en disant « tu devrais rajouter une fenêtre, tu devrais faire un peu plus comme ci, tu devrais faire un peu plus comme ça ». Et c'est à ce moment-là que les états émotionnels vont arriver parce que cette petite fille va ou se renfrogner, ou se mettre en colère, ou tout déchirer, pas avoir son... elle peut être traversée par des tas d'émotions parce qu'elle s'éloigne d'elle et de sa personnalité. Et c'est un peu la vie. Et c'est ce que disait Bach. Donc la prise des fleurs, c'était ça. C'était se retrouver connecté à soi-même en allant sur son chemin à soi. Ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a des endroits où on est plus autorisé à s'exprimer comme ça, suivant les milieux sociaux peut-être. Ou... Après, il y a peut-être. Et puis selon les familles, évidemment. Enfin, voilà, C'est vrai que dès que tu fais du théâtre, c'est l'endroit où on t'autorise à vivre les émotions, au contraire, à les surjouer. Moi, je faisais de la danse accueillir. À un moment, j'exprimais, c'était la danse. La danse. Les arts, ça aide beaucoup à s'exprimer, c'est sûr. J'ai le sentiment quand même qu'on va sur un chemin où ça se démocratise et c'est un peu plus... Mais on prend de plus en plus compte des émotions, de toute façon, des enfants, aujourd'hui. Déjà, on prend compte des enfants. C'est bien. Ils n'arrivaient pas avant. Et des adultes aussi. Et complètement. Ça, c'est bien aussi. Et oui. Donc, ça devient presque, j'allais dire, éducatif aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents sont très attentifs aux émotions de leurs enfants, surtout les émotions un peu intempestives comme la colère. Donc avant, la colère, on l'a réprimée, on voulait pas que ça fasse de bruit, que ça fasse de vagues. Aujourd'hui, les parents, ils laissent faire, et ils ont compris que ça voulait dire quelque chose. C'est très compliqué à gérer, c'est pas la question, mais voilà, il y a quand même un véritable changement dans le mode de l'éducation des enfants aujourd'hui. C'est bien. Ça veut dire que l'avenir sera peut-être un peu plus émotionnel et peut-être joyeux, effectivement, authentique. Parce que je pense authentique. Ouais. Et justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on a un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais on est quand même dans une période de l'année. Donc bon, là, on est fin septembre, donc je ne sais pas ce qui se passe quand ça sera diffusé, mais en tout cas, nous sommes dans des endroits publics où on est masqué. Donc déjà, parce que tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai montré mon sourire parce que je trouve que c'est hyper important visuellement de voir aussi les émotions, en tout cas ce que quelqu'un exprime. Et on est dans une période où on ne sait pas où on va. Donc obligatoirement qui doivent amener à pas mal de peur. Est-ce que le corps en soi est prêt à gérer ce genre de choses, et qu'est-ce qui pourrait, je sais pas si vous avez des conseils, des choses, comment vous arrivez à gérer tout ça en ce moment, et si vous avez un truc, alors une fleur évidemment, mais non, il y a des fleurs, il y en a plusieurs, mais la vie c'est le mouvement.
Émotion, d'ailleurs, ça veut dire mouvement. Et c'est traverser tout ce qui, sans se nécroser, c'est vraiment traverser tout ce qui nous arrive, ces histoires de confinement, pas confinement, de maladie, toutes ces peurs, les vivre aussi. Hein. On n'est pas des surhumains, on est juste des humains. Donc on peut avoir peur, on peut avoir des doutes. C'est vrai que notre société n'aime pas le doute, on aime bien tout programmer et tout ça. Et je pense qu'on peut transformer un peu tout ça émotionnellement et arriver à naviguer au milieu de tout ça. Alors évidemment que les fleurs accompagnent, il peut y avoir du walnut pour s'adapter à tous ces changements, par exemple. Mais après, voilà, il y a d'autres fleurs et d'autres outils qui vont nous aider à traverser cette époque un peu trouble. Et justement, et la transformer. Et les enfants qui sont à haut potentiel hypersensibles, ils doivent vivre quelque chose de c'est compliqué. C'est juste terrifiant en fait, parce que c'est des familles entières en fait qui sont en difficulté aujourd'hui avec tout ça. Quand pendant le confinement, on a eu une plateforme sur laquelle on répondait. Donc, on avait chacun des plannings. Bon, c'était extrêmement perturbant de voir en si peu de temps comment les gens avaient sombré. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de perspective, il n'y avait plus d'objectifs, il y avait des violences familiales entre les parents et les enfants, mais aussi entre les parents entre eux, une détresse totale. Alors, c'est difficile à récupérer tout ça, parce que... mais surtout sans pouvoir être en contact direct. Il y a eu un grand coup quand même sur la tête, là. Hein. C'est un peu comme si vous aviez pris... une massue et que vous aviez assommé les gens à plusieurs reprises. Du coup, quand vous avez pris des chocs comme ça, on a beau travailler dessus, on a beau faire tout ce qu'on veut, la période est tellement anxiogène encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire que ce que l'on a vécu, ça a appris aux gens finalement à vivre l'instant présent. Ce qui était vrai aujourd'hui ne l'était plus le lendemain. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est ça. Et le lâcher prise. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah ben là, on n'a pas le choix. Hein. C'est vivre le moment présent sans se préoccuper. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas habitué à ça. Personne n'est habitué à ça. On a la vie, le mouvement, les activités, le travail, etc. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Compliqué. C'est très compliqué. Je crois avoir lu que les CMP, d'ailleurs, avaient été submergés d'appels pendant le confinement. Les CMP, c'est quoi, les CMP ? Les centres médico-psychologiques. Merci. Parce que je crois que c'est vrai que les personnes en difficulté psychique, c'est un moment difficile pour eux. Parce qu'après, il y a les émotions des gens, de gens où ça va bien dans la famille, dans le contexte familial, etc. Mais après, il y a ceux en difficulté et c'est pas si ça facile. Fait obligatoirement ça, c'est sûr ressortir. Que c'est pas facile. Quand ça va pas, ça fait vraiment ça. Que ça soit dans le couple, que ça soit... Et sans perspective, pas facile. Et puis la peur de mourir, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même plus la peur du virus, quoi. Derrière tout ça, c'est la peur de mourir. Et là, c'est la peur numéro 1, du coup. Ouais, c'est ça. Et oui. Et parler en public, c'est plus facile. On s'est rendu compte que tout d'un coup, qu'on était mortel et que ça prenait des proportions mondiales. Et donc, oui, il y a ça aussi, hein, c'est que comme tout le monde entier, a été touché obligatoirement. Ouais. C'est quelque chose de nouveau, de toute façon, hein, il n'y a jamais eu ça. Donc, non, mais toutes les émotions ont été exacerbées, hein, pour le coup, hein, la colère, la peur, beaucoup de violence, beaucoup de choses. Est-ce qu'un petit coup de rire, ça peut aider ? Dans des moments comme ça, justement, et puis pour se reconnecter au moment présent, faire des exercices de rire, alors seul ou... avec son miroir ou avec son conjoint ou sa famille. Moi, justement, pendant le confinement, j'ai fait quelques séances à distance. Et il y a des personnes qui m'ont dit ça m'a fait le plus grand bien. Bien sûr. J'ai fait 25 vidéos pendant 25 jours d'affilée. Tous les jours, il y avait un petit coup de boost rire. Je l'ai fait comme ça, en fait, presque pour m'amuser. Mais finalement, ça a aidé certaines personnes. Et c'est vrai que le rire, c'est une ressource qu'on a en soi. Donc, plutôt que d'aller contacter tous les jours la peur avec les médias et compagnie, on peut dire, là, je vais contacter la joie, la bonne humeur, une énergie. Je vais contacter une énergie et je me mets en mouvement avec le corps. Je commence par le corps, j'arrête de réfléchir avec ma tête. Et juste, je dis, allez, ça y est.
je souris, et là je fais semblant. Mais plus on le fait, et plus ça devient naturel. En même temps, tu fais semblant, mais on a tous souri. Oui. Voilà, et voilà, d'où la contagion du truc. J'espère que vous, les auditeurs, vous aurez aussi au moins le sourire jusqu'aux lèvres, Ah oui, jusqu'aux oreilles. J'espère que quand on écoute Esperluette, on a le sourire. Voilà. C'est le but. Et c'est sûr que c'est une ressource. C'est une ressource, c'est accessible, mais c'est comme toutes les disciplines, il faut s'y mettre. C'est comme faire des abdos. C'est aussi difficile de décider de rire que de dire je vais faire 3 abdos. Hein. À mon avis, c'est plus facile pour moi. Mais ça dépend pour qui. Mais je veux dire, le côté je décide de faire un exercice régulièrement pour m'entraîner à la joie de vivre, par exemple. C'est aussi dur que dire je vais me créer des abdominaux d'enfer. Quoi. Non, mais ne serait-ce que de s'obliger à sourire. Ça coûte rien. Alors on peut y penser, c'est rapide quand même à regarder. C'est ça. Ouais, ça fait marcher les muscles, en plus c'est vite, c'est génial. Ça change tout le comportement interne. Ah ouais. Quand on fait du théâtre, on le voit bien ça, hein, quand on est renfrogné, qu'on est comme ça on le vit complètement. On le vit. En fait, on peut modifier sa physiologie de manière décidée, de manière intentionnelle. Donc, c'est un sacré pouvoir qu'on a En fait, on a un pouvoir sur notre corps, mais sur notre mental. Parce qu'à partir du moment où on se met bien, en quelque sorte, le mental, il va arrêter de mouliner, broyer du noir, etc. On peut lui dire stop au mental. Et juste se mettre dans cette physiologie, c'est comme la confiance en soi, se redresser, respirer, ouvrir les épaules, et avoir une prise de parole, voilà, respirer. Rien que ça change déjà la physiologie. Ouais. Et c'est immédiat, c'est tout de suite. Donc, si on le fait quelques minutes ou régulièrement, on va activer aussi des automatismes qui fait que petit à petit, ça va être intégré par le corps. Il n'y a même plus à réfléchir, en fait. Mais c'est comme la gym ou toute pratique qui demande une certaine discipline, un entraînement régulier. Et plus on pratique, alors là, en l'occurrence, moi, je parlais du rire, donc yoga du rire, tout ça, plus on le pratique et plus on rit facilement et plus on va activer... en 5 secondes, toutes les hormones du bien-être. Oui, ça devrait être un exercice comme le sport, parce qu'on dit aux enfants, il faut faire une activité physique, tout ça, mais en fait, tout ce qui est pleine conscience, le rire, tout ça, être joyeux, sourire, ça devrait être des exercices qu'on fait tous les matins. Alors après, ça devrait, moi j'aime pas trop, justement, c'est des injonctions, même si elles sont positives, chacun choisit ce qui lui convient. Il y en a, ils aiment méditer, il y en a, ils aiment pas, il y en a, ils aiment rire, d'autres... Voilà, chacun ses facilités ou c'est les choses qui leur parlent le plus et qu'ils ont envie de mettre en place. Oui, Séverine. Non, mais en fait, c'est parce que du coup, dans le cerveau des enfants, on parle beaucoup de ça, du fait justement de mettre la méditation obligatoire entre guillemets à l'école. Mais enfin, en même temps, c'est une habitude. Là, c'est une habitude de la même manière qu'on les oblige à faire du sport. C'est quelque part, on se dit que c'est plus intéressant de les obliger entre guillemets à faire de la méditation. Faut voir dans quelle mesure l'obligation intervient. Est-ce qu'ils ont le droit, par exemple, s'ils n'ont pas envie de méditer, juste de faire un temps calme et de se reposer. Quitte à essayer, en fait. Moi, je suis beaucoup sur proposer, essayer, regarder les autres, parce que chacun son rythme, comme tu disais aussi avec les fleurs. Chacun son rythme, et c'est ce que je fais aussi en clown. Rien n'est obligatoire. On y va, on n'y va pas, on regarde. On s'apprivoise sa peur, ses émotions, au rythme etc. de chacun. Ça, et peut-être qu'un jour, moi j'ai attendu d'avoir 30 ans avant de me lancer dans le théâtre. Hein. Je n'ai pas commencé quand j'avais 10 ans. Et pourtant, quand j'avais 10 ans, j'ai choisi entre piano et théâtre. J'ai dit piano, parce que j'avais moins peur du piano. J'ai pas regretté. Il te regardait pas, le piano. Voilà, il me regardait pas. Il y avait que des touches sans les yeux. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'avais choisi théâtre ? Mais si ça m'avait été imposé, j'ai eu la liberté du choix. C'était pas encore le moment pour moi. Par contre, à 30 ans, je me suis donné mon propre coup de pied aux fesses en me disant, t'as 30 ans, vas-y, quoi. Ça marche aussi à 40 ? Ça marche aussi à 40. Ça marche à toutes les dizaines. Je vais y arriver à y aller au cours de yoga. À tous les anniversaires. Tu vas te mettre au théâtre, Marie-Cécile. Tu vas te mettre au théâtre. En plus, tu as un cours de théâtre offert, je crois. Oui, je sais, mais j'y suis toujours pas allée. Il va falloir. Bon, voilà. On verra. Super. Ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Ça, je vous le dis, mais c'est très bien. Je pense qu'on aura encore plein de choses à dire, à faire, mais on a une séance de cinéma bientôt, donc il va falloir continuer. Si on fait un dernier tour de table, moi ce que j'ai entendu, c'est déjà d'être conscient, d'arriver, de réfléchir, de se poser, d'être conscient de ses propres émotions pour pouvoir les exprimer. Est-ce que vous avez une lecture, un outil qui vous a aidé dans votre gestion des émotions, dans votre connaissance de soi, quelque chose qui vient comme ça? Il y en a plein.
Alors moi, il y a le livre de Jeanne Thiaud-Fachin. Oui, voilà. Il y a plein de livres sur le sujet. Oui, alors j'ai pas les. Moi, j'ai pas. Mais s'il y en a un qui arrive là comme ça, vous pouvez citer. C'est trop intelligent. Moi, j'en ai un qui me vient. Oui, alors, bien je sûr, veux bien prendre la parole, en fait. Vas-y. Je pense à Tol Scheller. Ok. Donc, lui, il a écrit sur les émotions. C'est un ancien médecin qui est un petit peu... Voilà, Tol Scheller. Et donc, il a un super exercice, notamment sur la peur, où il explique qu'on va faire en grattant comme si on était un tigre. Et à la fin, on tire la langue et on fait un grand cri. Et ça fait sortir la peur. Et en fait, il explique que dans certaines tribus, c'est comme ça qu'on évacue nos émotions négatives qui nous dérangent. Tout ça. Elles ont besoin d'être exprimées. Donc, ça sort. Et c'est bon, c'est réglé. C'est pas à l'intérieur, c'est de la peur, c'est de la colère, voilà. Mais il donne des exercices et puis il en a un qui est très marrant, on tire la langue au maximum avec les griffes sorties et on crie comme ça. Et on le fait en groupe, donc. Et là, j'ai 30 secondes où j'ai regretté de pas faire de la vidéo. J'ai tiré la langue, oui, C'est messieurs, ça, dames. Elle l'a fait. Voilà ce qui m'est venu Ouais, comme exemple à citer. Ouais. Ben moi, forcément, ça va être déjà le livre du Dr Bach. Il n'en a écrit qu'un, Guéris-toi toi-même, la guérison par les fleurs. Et il y a aussi un très beau livre d'Alan Barnard qui explique avec la botanique, alors moi, je n'ai pas tout à fait tout le vocabulaire, comment le Dr Bach a trouvé les fleurs et l'information de la fleur au travers de la réelle fleur, de la réelle botanique. Ça, c'est un livre passionnant. Ok, super. Voilà, d'Alan Barnard. Entre autres. Après, il y a d'autres. Oui, il y en a tellement. C'est vrai que j'ai pas de. Non, mais. Moi, je crois que c'est les fleurs qui m'ont permis, les fleurs de Bach, qui m'ont permis vraiment. Enfin, pour moi, ça a été le début d'un travail intéressant sur mes émotions. C'est clair. Je pense que j'avais pas eu d'outils de ce type-là avant. Et de rencontrer une conseillère agréée et puis ensuite moi j'ai fait la formation du coup avec Pascal et je trouve ça génial d'appliquer le principe en famille en fait et d'avoir cette lecture là qui est complètement différente et de regarder les choses et les événements de manière vraiment différente, avec effectivement un regard où je vais penser à une fleur, où je vais me dire oui, là, il est plutôt comme ça, oui, il y a forcément une fleur pour ça. Et oui, et voilà. puis moi, je sais pareil, d'avoir échangé avec Pascal, ça m'a permis d'être capable après moi-même d'exprimer, de me dire ok, c'est quoi là le problème, je sens que ça va pas, c'est quoi le problème, Oui, et ça. après d'aller trouver la fleur, mais au moins déjà juste cette phase là de se dire ok, maintenant je sens que ça va pas, je vais me poser et je vais essayer de poser une émotion là-dessus et savoir ce que c'est. Rien que ça m'a vachement aidé. Et puis de pas forcément prendre la fleur en fait, déjà juste le fait d'arriver à dénouer l'émotion, de se dire alors donc là c'est celle-là d'émotion qui arrive la repérer, et pas la une nommer, autre du coup voilà, mais on comme être conscient de ça, son potentiel, je pense que le fait d'être conscient et de se poser un moment sur soi et de se dire ok, il y a un truc qui va pas, c'est quoi vraiment le pourquoi, je pense que déjà une fois qu'on a fait ça, c'est pas mal. Bien, merci beaucoup à toutes d'être venues. Alors, avant que tu cours à la séance, Séverine, la prochaine séance du cinéma d'Altea, c'est quoi donc ? Alors, la prochaine séance, c'est le 1er décembre et ça sera la projection d'un documentaire qui s'appelle Artistes de la vie et qui parle de toutes ces personnes qui ont décidé de changer de vie pour être en cohérence entre leur métier et leurs croyances, leurs convictions. Et voilà, c'est un sujet qui me touche forcément parce que moi, j'ai fait une reconversion professionnelle et depuis que j'ai fait une reconversion professionnelle, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient ça. Et Artistes de la vie, c'est vraiment... bon, moi, je l'ai vu a posteriori, mais pour le coup, je pense que c'est vraiment un documentaire inspirant où, en regardant tous ces témoignages, je pense que ça donne vraiment envie de se dire, bon, ok, j'arrête ce boulot qui me convient pas, qui m'ennuie et qui est toxique pour moi et je vais faire autre chose et je vais avoir le courage de le faire. Maintenant, j'ai plein d'outils de partout pour gérer mes émotions et j'aurai plus peur de... Je peux passer à l'étape supérieure. Mais oui, c'est ça. Mais oui. Super, merci. Merci. Pascal, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur la péniche ? Sur la péniche. Sur la péniche. Écoutez les podcasts précédents. Et en parlant de changement de vie, je reconnais que moi, les fleurs de Bach m'ont vraiment... la première fois que j'en ai pris, c'était après un gros choc. J'avais une copine RH qui avait fait cette formation juste de façon intellectuelle. Et il m'est arrivé un événement plus douloureux qu'un autre. Et elle m'a fait mon premier flacon. Et j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un voile devant les yeux. J'ai vraiment eu le sentiment d'y voir plus clair dans ma vie, alors que la situation était la même. Et j'ai su d'ailleurs très rapidement que j'allais devenir
conseillère, agréée, formatrice, c'était vraiment ce que je voulais. C'est mon outil, voilà. Mais après, vraiment, je sais qu'on est tout ensemble et finalement, on a la même philosophie derrière. C'est apprendre à se retrouver, à se connaître, à s'aimer tel que nous sommes dans notre imperfection. Ah oui. Et vivre au mieux avec nos émotions, le mieux possible pour nous. Le docteur Bach a eu une santé fragile. Il a vécu tous les émotions et les états émotionnels. C'est pas forcément être joyeux. J'ai des clients qui viennent me voir en disant je voudrais être zen. Ah mais non, c'est pas être zen. Les fleurs, ça apporte pas la zénitude. Ça apporte de se connaître, mais comme toutes les deux ce que vous faites. Apprendre à se connaître, quand ça passe trop, quand accepter, à s'aimer réellement comme nous sommes les enfants zèbres et les enfants en difficulté psychique. C'est aussi apprendre à s'aimer tels qu'ils sont, avec leurs qualités qui sont des qualités, qui peuvent être des défauts quand on ne sait pas trop les gérer. Mais... Donc voilà. Et sur la péniche, donc soit en entretien individuel, soit en atelier, où c'est un niveau 1 qui est dispatché en 9 ateliers, pour avoir les bases des fleurs de bac et pouvoir les utiliser en toute autonomie pour soi, sa famille, ses animaux et ses plantes. Merveilleux. Merci Pascal. C'est indiqué sur les programmes d'Altea ? D'accord. Françoise, si on veut prendre contact avec Cogitose. Tout à fait. Il faut contacter Cogitose Gare Vaucluse, où il y a donc un cabinet sur Uzès et un cabinet sur Avignon. Voilà. Il y en a un peu partout en France. Il y en a partout. Ouais, il y en a partout. Il y en a bien sûr Marseille, Paris. Il y a la Belgique, il y a Reims, il y a Nantes. Enfin bref, il y a plein de petits. Il y a Londres. Cogitose. T-O-Z. Voilà. Est-ce que c'est payant ? Alors oui. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. C'est payant. Il n'y a pas de prise en charge sécurité sociale parce que les psychologues ne sont pas des médecins, ne sont pas des psychiatres. Par contre, il y a de plus en plus de mutuelles maintenant qui remboursent. D'accord. Après, tout dépend des cas. Il y a des cas qui sont entièrement pris en charge, notamment le système de l'ASE, par exemple, les enfants qui nous sont adressés par l'ASE, les associations pour la petite enfance, enfin voilà, qui sont dans des institutions, on va dire. Ouais. Voilà, donc là, c'est plutôt pris en charge. Mais surtout pas hésiter à lire quelque chose, à consulter. Voilà, tout à fait. De toute façon, il y a toujours une première consultation. Et c'est à partir de cette première consultation que sera déterminée, j'allais dire, la marche à suivre. Hein. Ouais. Donc, adulte ou enfant parce que... Enfant, ado, adulte. Voilà. Et il y a aussi des ateliers qui sont faits. Des ateliers sur plein de thèmes différents. Ça peut aller de comment réussir ses examens, dans des ateliers avant les épreuves. Bon, ça sera moins le cas maintenant, puisque cette année, le bac, ça a été un peu compliqué. On sait pas où il va. Mais des ateliers sur la confiance en soi, des ateliers sur les enfants surdoués pour mieux se comprendre, justement. Et puis surtout, leur permettre de se rencontrer. Ouais. Voilà, parce que ça, c'est très intéressant. De ne pas se sentir seul. Voilà, et même les adultes, il y a beaucoup de demandes d'adultes qui ont envie, justement, c'est pas une histoire de se regrouper, c'est pas un regroupement, mais en tout cas de se connaître, de se reconnaître entre eux, et de pouvoir échanger sur leurs difficultés, souvent qui sont communes. Bah oui. Voilà, donc... Super. Merci. Merci. Stéphanie, où est-ce qu'on te retrouve ? Comment ça fonctionne ? Alors, avec comment des ça fonctionne ? Alors, c'est vrai que c'est beaucoup de sur-mesure et à la demande. Ouais. Donc, moi, c'est simple, c'est avecdesoui.com. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Sur Facebook, alors j'ai une page Oui au rire, mais prochainement, je vais la renommer avecdesoui.com aussi, pour que tout soit au même nom. Ce sera très simple à retrouver. Et puis ensuite, ça peut être simplement pour une séance de yoga du rire à partir du moment où vous êtes 5 personnes, que vous soyez des particuliers ou une entreprise, c'est possible. On va dire 4-5 personnes minimum. Ça peut être un bon moment. Et ça va après jusqu'à 25, 50, 100 personnes. Il y a des événements aussi un peu plus importants. Ça peut être un événement entre amis, ça peut être un événement où on veut quelque chose un peu différent. D'innover, on n'a pas forcément beaucoup de budget, beaucoup de temps, donc en 1 heure, vous avez vraiment une prestation qui est sympa et qui est accessible à tous.
Et puis après, si vous voulez aller plus loin, donc là, je m'adresse plus aux entreprises et aux dirigeants d'équipe. Là, si vous voulez vraiment en fait vous remettre en question ou travailler sur votre cohésion d'équipe et votre communication, là, on peut aller plus loin avec des ateliers. Du coup, ça sera du sur-mesure. Mais voilà, avec ma boîte à outils, ma méthode avec des oui, inspirée, vous l'avez compris, du théâtre d'improvisation, du clown. Et puis, pourquoi pas même du yoga du rire. Hein. Parfois, je fais des échauffements qui sont inspirés de ces séances. Et je vous fais un joli mix que je crée sur mesure en écoutant justement votre problématique, votre besoin qui peut être de la cohésion d'équipe, des problèmes relationnels, un besoin justement d'être un peu, sortir du cadre, décalé, surprendre, et puis tout type de problématiques de gestion du stress, des émotions. Oser. Donc oser. Déjà, c'est oser prendre contact, faire une demande qui vous engage à rien, et puis en dialoguant, on va voir si moi je peux vous faire une proposition derrière qui sera innovante et ludique. C'est ça que je peux vous garantir. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Voilà. Merci à toutes d'être venues. J'espère que cette émission vous a plu sur les émotions et que ça vous aura appris un peu à prendre conscience de qui vous êtes et comment les gérer. Moi, si j'ai un conseil, il y a un très bon podcast, puisque comme je suis podcasteuse, je parle de podcast. Il y a un très bon podcast de la société de production Louis Média qui s'appelle Émotion, justement, et qui est très intéressant, qui est très bien fait. Donc voilà, il y a chaque épisode qui traite d'une émotion. Et il y en a un sur l'hypersensibilité qui est très chouette. Voilà, donc c'est un très bon podcast. Et puis voilà, écoutez-vous, je pense que c'est le conseil qu'on peut donner à la fin de cette émission. Venez au cinéma d'Altea le prochain début décembre. Et d'ici là, on prend une tisane et au lit. Merci. Esperluette.